Recherche coupable. Épisode 3. Les disparus de Boutier. On a fait beaucoup de vérifications et on sait où ils ne sont pas, mais il faut chercher ailleurs. Disparu dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 en Charente, qu'est-il arrivé à la famille Méchineau? Dans les annales judiciaires, ça doit être le seul cas. Après avoir passé le réveillon chez des amis à Cognac, les Fontanillas, plus personne ne reverra Jacques Méchineau, un électromécanicien de 31 ans, sa femme Pierrette, femme au foyer de 29 ans, et leurs deux garçons, Éric et Bruno, âgés de 7 et 4 ans. Ils ont effectué les recherches jusqu'aux écluses et on a fait chou blanc. Les disparus de Boutier, un mystère vieux de plus de 50 ans. C'est unique en France, c'est unique en Europe. Il est assez probable que ça soit unique dans d'autres pays. Il y a des gens qui envoient des lettres, il y a des gens qui envoient des mots. Le peu d'informations peut amener à la découverte de quelque chose. Je suis Pierrick Baudet et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche coupable. En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame. Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et 2 enfants, a disparu près de Cognac. Ceux qui ont fini par être surnommés les disparus de Boutier, du nom de la commune où ils résidaient, semblent avoir été engloutis par l'épais brouillard qui régnait cette nuit-là. La piste accidentelle fut d'abord privilégiée, puis celle du mari qui aurait tué toute sa famille avant de disparaître ou de se suicider car il venait d'apprendre que sa femme avait un amant. Ces hypothèses n'ont jamais pu être confirmées. Depuis le 24 décembre. Dans l'après-midi, ce jour-là, Jacques et Pierrette Méchineau ont fermé les volets et les portes et leurs 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ont laissé dans le jardin ce qui traînait encore pour ne pas perdre de temps et ne pas faire attendre M. Fontanilla, un ami, qui venait les chercher. Les Méchineau se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur grenat et les 2 voitures ont pris le chemin de Cognac. Un gendarme, l'ex-adjudant-chef Stéphane Chalumeau, connaît parfaitement cette affaire. C'est même sans doute celui qui connaît le mieux chaque feuillet du dossier et tous les protagonistes encore vivants. En poste à Cognac, à partir de 2001, il n'a cessé d'enquêter sur cette disparition jusqu'à sa retraite, soit durant près de 20 ans. Je suis Stéphane Chalumeau, retraité gendarmerie depuis plus de 2 ans et habitant sur Cognac, et j'ai été directeur de l'enquête sur les disparus de Boutier pendant un bon nombre d'années. C'est l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques d'après-guerre et probablement un cas unique dans les annales judiciaires. La disparition d'une famille entière sans qu'aucune trace ne réapparaisse. Pas même la voiture à bord de laquelle ils sont montés vers 1h du matin, une Simca 1100 grenat, en quittant la famille Fontanillas. Les Méchineau se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur grenat, immatriculé 544 JV 16. Pas le moindre vêtement retrouvé, pas les moindres paiements ou coups de téléphone repérés, pas la plus petite preuve que la famille aurait bien pris la direction de Boutier. Les Méchineau n'ont en effet emporté ni linge, ni argent, même pas le livret de famille. Pour le commandant Lacan de la compagnie de gendarmerie de Cognac, qui est chargé de l'enquête, il existe toujours une deuxième hypothèse. Il se pourrait très bien que ce monsieur ait organisé une fuite provisoire. Rien. Les enquêteurs n'ont jamais eu aucun élément matériel à se mettre sous la dent. Bref, une affaire sans pareille, ce que confirme Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers et co-présentateur avec la journaliste Marie Drucker de l'émission Au bout de l'enquête sur France 2, qui a consacré un numéro à cette disparition. C'est unique. C'est unique en France, c'est unique en Europe.
il est assez probable que ça soit unique dans d'autres pays, à l'exception de familles qui disparaissent lorsqu'elles sont dans une situation de migration, c'est-à-dire de migrants qui disparaissent brutalement lorsqu'un bateau coule ou lorsqu'ils ne sont pas du tout identifiés. Mais pour des gens sédentarisés, identifiés, connus, ayant organisé une vie parfaitement identifiée par leurs voisins, leurs amis et leurs familles, c'est un cas unique. Alors, que sait-on ? Après avoir quitté leur couple d'amis, rue de la Plante à Cognac, peu après 1h du matin, la famille Méchineau n'avait en théorie que 3 km 700 à parcourir jusqu'à la maison au volet vert qu'elle louait à Boutier-Saint-Trojan. Il y a une certitude, c'est que la famille Méchineau, en partant de Cognac, n'est pas repassée à son domicile. Le lendemain, des proches avec qui il devait passer le jour de Noël, ne les voyant pas, commencent à s'inquiéter et alertent les gendarmes. Mais ces derniers n'engagent des recherches qu'une semaine plus tard. À l'époque, les disparitions inquiétantes n'étaient pas du tout faites comme maintenant. En plus, c'était comme vous l'avez dit, pendant les périodes de vacances. Donc ils auraient pu très bien partir en vacances pendant quelques jours chez des amis ou ailleurs. Donc il était lui également en position de vacances au niveau de son travail. Donc avec aucune inquiétude à avoir. Donc les gendarmes ont attendu les quelques jours pour savoir si les enfants allaient reprendre l'école. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que des recherches ont commencé. Lorsque des recherches finissent par être menées, c'est la piste accidentelle qui est d'abord privilégiée. Une partie du chemin du retour longe le fleuve de la Charente. Et si le véhicule avait fait une embardée ? En premier, la recherche de l'accident. L'accident, malgré que le logement de la famille Méchineau est à 3 km 700 du lieu où ils avaient passé le réveillon, donc les recherches se font sur ce trajet, et en particulier sur les bords de la Charente. Donc ils passent normalement un pont au-dessus de ce fleuve. Donc comme il y avait un épais brouillard ce jour-là, donc les premières recherches se font sur le fleuve la Charente, sur les bordures du fleuve. Ils ont mis des hommes grenouilles, il y a même eu un hélicoptère qui est passé au-dessus du fleuve. Donc en fin de compte, ils ont fait les premières recherches aux abords du fleuve, à savoir quand même qu'il y a des écluses. Donc ils ont effectué les recherches jusqu'aux écluses, ils n'ont rien trouvé. Les enquêteurs fouillent également la maison au volet vert. Rien ne semble avoir bougé. Tout est en place comme si la famille allait revenir d'un instant à l'autre. Les cadeaux des enfants n'ont pas été déballés. La dinde et les huîtres se trouvent encore dans le réfrigérateur. Tout confirme que la famille devait rentrer chez elle après son réveillon passé à Cognac. Mais la maison par où ne semble pas être passée la famille Méchineau a-t-elle été examinée comme il se doit ? Nous sommes en 1972, dans une France loin des avancées technologiques de ce début de XXIe siècle, où les scènes de crime ne sont pas préservées comme aujourd'hui, et sans le recours à l'ADN, qui n'apparaîtra véritablement que 26 ans plus tard, avec l'arrestation de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Les gendarmes, quand ils sont arrivés dans cette maison, ils ont fait effectuer des vérifications, ce qui, à l'heure actuelle, ne serait pas du tout fait de la même manière. À l'époque, ils ont vérifié qu'effectivement, il n'y avait pas de fouille dans la maison, qu'il n'y avait pas de vol particulier. Ils ont même trouvé le chéquier, a priori. Effectivement, il y avait des affaires dans le frigo qui étaient prévues pour le repas, donc ce qui montrait bien que la famille était partie en coup de vent, quoi. On avait disparu directement en coup de vent. Les manières de faire des enquêteurs n'étaient pas du tout les mêmes. À l'heure actuelle, une maison, suite à une disparition de 4 personnes, la maison aurait été passée au crible. Tout aurait été vérifié, aussi bien les empreintes que les prélèvements, ce qui n'a pas été fait à l'époque, c'est ce qui était logique. La
piste accidentelle n'a jamais cessé d'être explorée. D'importantes recherches ont été menées dans les semaines et les mois qui ont suivi la disparition de la famille. C'est bien sûr dans la Charente que les hommes grenouilles des sapeurs-pompiers ont commencé les recherches. Mais aussi au cours de l'été 76, en pleine sécheresse, alors que le niveau de la Charente était au plus bas. À 100 mètres d'ici, une voiture qui avait quitté la route. Ou encore, en 2011-2012, avec les nouvelles technologies de l'époque, dont des géoradars. L'opération porte alors le nom de code de Brunerie 47. La contraction des prénoms des deux garçons de la famille, Bruno et Eric, et de leur âge, 4 et 7 ans. On a décidé de tout reprendre à zéro, faire les vérifications bien sûr sur le fleuve, donc avec des moyens de sonar, ce qui permet de pouvoir voir s'il y a une masse importante dans l'eau et pouvoir faire plonger les plongeurs pour vérifier. Ça permet de vérifier une grande partie de l'eau. On a fait ça également sur des étangs. On a fait ça, on a vu également avec des spéléologues pour certains puits. On a également sur des fosses à Saint-Même les carrières. On a fait des vérifications dans des étangs. On a fait des vérifications dans des lieux qu'on avait des renseignements, des maisons qui étaient abandonnées, qui pouvaient être en lien avec la disparition, avec des géoradars également qui sondent le sol, qui permettent de découvrir s'il y a des masses qui sont enterrées. Et on a fait chou blanc, hein. Mais en fin de compte, on a fait beaucoup de vérifications. Cette voiture n'a également pas été trouvée. On en a trouvé d'autres qui étaient très similaires, en plus dans la Charente, donc en 2000... je sais plus, 2014 peut-être, je sais plus du tout. En octobre 2013. 2013, voilà. On a retrouvé un véhicule similaire, totalement similaire. On va savoir que les numéros sont frappés à froid sur les carrosseries, et donc il est impossible de pouvoir avoir un autre numéro que le numéro de série. Donc les vérifications ont été faites sur ce numéro de série, sur la plaque d'immatriculation. Effectivement, c'est bien dommage, pourtant on avait la même couleur, mais c'est pas ce véhicule, quoi. Même si Jacques Méchineau était mécanicien, vous êtes sûr que ce véhicule, cette Simca 1100 Grenat, c'est pas la même. C'est pas celle de la famille Méchineau. C'est comme si on parlait d'une Clio blanche aujourd'hui, quoi. Il y en a énormément, ou d'un Kangoo. Un véhicule comme ça, c'était un véhicule qui était nombreux, et en particulier sur la Charente. C'était un véhicule qui était pas trop cher. Donc les familles modestes avaient ce type de véhicule. Cherchez ailleurs, mais dans quelle direction ? Car tout de même, ce qui étonne dans cette affaire, c'est qu'aucune trace de la voiture n'a pas non plus été retrouvée. Ou plutôt si. En 2013, une Simca Grenat est repêchée dans la Charente. Les enquêteurs se disent qu'ils viennent peut-être de retrouver la voiture des Méchineau. La plaque d'immatriculation et le numéro de série sur la carrosserie sont vérifiés. Et non, ce n'est toujours pas le bon véhicule. Mais pour Alain Bauer, ce n'est pas si étrange que cela. Il est plus aisé qu'on ne croit de faire disparaître une voiture. Les voitures anciennes, on en retrouve partout, dans les lacs, les rivières. Là, il y a récemment eu une opération de dragage aux États-Unis où je suis, où ils ont retrouvé 35 véhicules plongés dans un lac. Donc c'était un choix de dragage. On en a retrouvé énormément lorsqu'on a fait le ménage des véhicules ou des morceaux de véhicules dans le canal Saint-Martin à Paris. Donc non, curieusement, on peut beaucoup cacher, désosser, détruire, perdre des véhicules. Et par ailleurs, le coin de la disparition est connu pour ses ressacs, ses recoins, ses curiosités géographiques ou archéologiques. Vous voyez, on a retrouvé des années après sa disparition un jeune garçon qui était tombé dans un ravin à quelques mètres de l'endroit où le gendarme, policiers et familles avaient pourtant fouillé et refouillé, et c'est simplement un mouvement de terrain, une transformation de l'espace, la sécheresse qui provoque cela. Donc c'est plus difficile pour une voiture que pour un corps, mais par contre on peut tout imaginer en la matière. Non, les voitures disparaissent assez bien et assez facilement.
Dès 1972, les gendarmes creusent toutefois une autre piste. Au début de leur enquête, ils apprennent rapidement que Pierrette Méchineau entretenait une relation depuis environ 2 ans avec l'un des fils de leur voisin, Maurice Blanchon, alors ouvrier viticole. Ce dernier possédait même la clé de la maison des Méchineau que lui aurait confiée Pierrette pour les soirs où Jacques Méchineau travaillait de nuit. Le mari aurait appris l'infidélité de son épouse environ 1 semaine avant Noël. Selon Maurice Blanchon, une altercation aurait eu lieu au sein du couple et Jacques Méchineau aurait frappé sa femme peu avant le réveillon. Elle avait un œil au beurre noir, se souvient l'amant. Mais étonnamment, le couple Fontanillas, qui témoigne devant les caméras de l'ORTF en avril 1973, n'évoque nullement la moindre tension au sein du couple, ni la moindre trace de coup sur le visage de Pierrette. On les a trouvés comme d'habitude, ils s'amusaient ensemble, enfin... Ils vous ont quitté? Il était 1h du matin. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce qui vous a semblé. Oui, enfin, on a pensé qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. D'autres témoins relatent des propos menaçants qu'aurait tenus Jacques Méchineau. « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. » aurait-il dit à un voisin avant la disparition de la famille. Là encore, les enquêteurs ont tenté de vérifier cette hypothèse. Cet amant déclaré fait que on aurait pu avoir un problème avec de jalousie entre le mari et l'amant et qui aurait peut-être débouché sur sur un drame. C'est possible, ou même sur un drame qu'il aurait jeté la voiture avec la famille dedans. C'est ce que beaucoup de Cognassais pensent. On a fait des vérifications aussi dans les points d'eau où il avait l'habitude d'aller, et en particulier les endroits qu'il connaissait qui pouvaient être non accessibles sur les carrières. Donc, il y a des trous d'eau qui sont importants où les plongeurs ont également été là-bas. On connaît jamais les personnes, mais d'après ce que je sais de la famille, il y en a qui pensent que ça aurait été possible, il y en a d'autres qui pensent pas du tout que ça aurait été possible, surtout qu'il était très proche de ses enfants. En particulier ses frères et sœurs, il y en a qui sont pas du tout dans cette pensée-là, quoi. C'est vrai qu'un coup de violence peut permettre de commettre l'irréparable envers un adulte. Envers les enfants, c'est plus compliqué déjà, surtout quand c'est ses propres enfants. Il y en a qui l'ont fait, la preuve. On voit bien dans les médias ou toutes les affaires criminelles qu'il y a eu, qu'il y en a qui ont tué leurs enfants. Or, pour Alain Boer, si l'hypothèse du mari jaloux qui aurait tué sa famille avant de disparaître ou de se suicider est crédible, elle soulève tout de même des interrogations. Pour moi, ça reste mystérieux parce que même dans ces cas-là, on laisse un message. C'est-à-dire qu'on laisse les corps, on donne des indications qu'on l'a fait parce qu'il y avait une raison, et le suicide éteint les poursuites. Donc la fuite n'est pas envisageable. Alors, soit on a l'hypothèse de le mari tue tout le monde et s'enfuit et disparaît, ce qui est plus vraisemblable puisque on a des tas de dossiers qui ressemblent à ça, mais là en général on retrouve les membres de la famille. Soit il y a l'accident maquillé, ça arrive aussi, ou sur la route. On a retrouvé récemment un jeune homme qui avait tué une jeune femme dans un accident de véhicule et qui avait caché son forfait, et puis qui s'était un peu dénoncé dans une soirée de beuverie, ce qui permettait des années plus tard de découvrir qu'il en était l'auteur. On a beaucoup d'éléments, mais vous me diriez que les extraterrestres les ont enlevés. Je dirais que c'est une possibilité comme les autres. La criminologie, c'est un art médical. On a un diagnostic suivi d'un pronostic et ensuite des projets thérapeutiques. Mais on est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori ni de préjugé. L'a priori et le préjugé, c'est quand on loupe le coupable ou l'explication, le motif, le mobile.
d'une affaire. Et dans cette affaire, comme il n'y a rien à part l'existence de l'amant et d'une relation extra-conjugale, il faut la prendre en considération, mais c'est pas parce que c'est la plus évidente ou la plus visible que c'est l'hypothèse la plus réelle. L'amant, Maurice Blanchon, lui, a une autre théorie. Il reste persuadé, et le répète à qui veut l'entendre, que la famille Méchineau serait partie refaire sa vie en Australie. Jacques en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Il avait un collègue à l'usine de Saint-Gobain qui voulait s'y rendre aussi, soutient l'amant. Mais après autant d'années, l'hypothèse ne convainc pas le criminologue Alain Bauer. C'était pas crédible au début, ça l'est pas beaucoup plus à la fin. Quand on refait sa vie, on la refait pas en laissant les cadeaux de Noël des enfants, la nuit de Noël, en laissant les victuailles pourrir dans le frigo. On peut tout à fait refaire sa vie. D'ailleurs, des dizaines de milliers de personnes disparaissent tous les ans. On en retrouve 95%, mais il y a toujours une variable importante d'ajustement, de quelques milliers de disparus complets. Alors, certains sont dans les morgues sous X, puisque si on fait désormais des prélèvements d'ADN, et encore pas toujours, on ne les envoie pas dans les laboratoires parce que ça coûte trop cher pour savoir qui est enterré. Ça fait à peu près 1 millier de personnes par an. D'autres disparaissent parce qu'ils ont envie de disparaître, et la disparition est un droit. Les gens qui refont leur vie font aussi des petits mots à leurs proches pour expliquer que ils ont décidé d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc cette thèse n'était pas crédible au début, elle n'est pas plus crédible. Aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible. Disons que c'est la moins possible des thèses possibles. L'ex-gendarme Stéphane Chalumeau reste lui aussi très dubitatif par rapport à cette éventualité, d'autant précise-t-il que des vérifications ont été effectuées. C'est l'hypothèse qui tient la route, hein. Sauf que pas prendre contact pendant 50 ans, avec les moyens de communication actuels, avec les moyens internet, les réseaux sociaux, j'ai du mal à le croire. En plus, les vérifications ont été faites donc dans l'enquête. Mais non, ça, voilà, peut-être que quelqu'un est passé à côté d'un passage, mais c'est fort peu probable, quoi. Un gamin, il va chercher d'où il vient. Voilà, et donc obligatoirement, il y aurait des traces, on aurait eu des contacts de la famille, et même Pierrette, la maman, elle aurait pris contact avec la famille, même, puisque surtout les femmes, elles sont beaucoup plus proches de leur famille que les hommes. Donc je pense qu'il y aurait quand même des contacts, ce qui n'a pas été le cas. Et également aucun courrier. En 2012, pourtant, les gendarmes ont bien cru pouvoir résoudre ce mystère. À l'automne, un cueilleur de champignons découvre des ossements humains dans le bois de Courceyrac, soit une vingtaine de kilomètres de Boutier-Saint-Trojan. Les restes d'un homme et d'un enfant. Or, les premières analyses de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale établissent que le morceau de crâne aurait pu appartenir à un enfant de 7 à 13 ans. Autre précision d'un médecin légiste que rapporte le journal Sud-Ouest d'alors, il pourrait dater d'une 40aine d'années. Il n'en fallait pas plus pour que l'on songe aux disparus de Boutier. Officiellement, on a pu enquêter sur ces disparitions. Une des premières choses qu'on a mis en place avec la hiérarchie de gendarmerie et avec l'accord du procureur, c'était les prises ADN de toute la famille, aussi bien du côté de madame que du côté de monsieur, hommes et femmes. Donc on a fait le panel de tous ceux qui étaient encore vivants, en pensant que peut-être qu'un jour, si jamais on découvrait des ossements, ça pouvait matcher. Donc avec ces éléments-là, quand bien sûr on nous a signalé qu'il y avait des ossements qui étaient découverts provenant d'un homme d'une 40aine d'années et d'un enfant pouvant être âgé entre 7 et 10 ans, évidemment qu'on était intéressé. Et le parquet d'Angoulême nous a demandé donc d'aller faire les vérifications. On a fait ces vérifications et malheureusement, c'était pas ça du tout. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas de fichier de toutes les personnes disparues. Et donc, on peut pas comparer avec d'autres personnes qui ont disparu. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand des ossements sont découverts,
On ne sait pas de qui ça provient parce qu'on n'a pas de fichier des personnes disparues. Il n'y a pas de comparaison, à part avec des personnes qui ont commis ou des rapprochements avec des personnes qui sont connues de la justice. Mais, ou alors qu'on ait fait des prises ADN dans le cadre d'une enquête comme ce que j'ai fait là. Mais il n'y a pas de fichier national concernant les personnes qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison possible. La vérification de toutes ces pistes et quelques autres aura nécessité du temps. Mais si le mystère de la disparition de la famille Méchineau dure depuis aussi longtemps, c'est aussi, et c'est le cas dans de nombreux autres cold cases, parce que le dossier restera inactif durant de longues années. Plus de 10 ans après les faits, aucune nouvelle hypothèse ne semble apparaître dans le dossier des disparus de Boutier. Dans l'affaire des disparus de Boutier, le dossier semble toujours au fond des tiroirs. Entre la fin des années 70 et le début des années 2000, soit durant 20 ans, plus aucune recherche ne semble ainsi avoir été effectuée, ou si peu. Et lorsque l'adjudant-chef Chalumeau reprend l'affaire en 2001, il est surpris de constater que celle-ci ne tient qu'en une dizaine de feuillets. Je suis arrivé sur la brigade de gendarmerie de Cognac en 2001, donc j'ai découvert ce mini-dossier concernant ces disparitions. Et effectivement, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier, essayer de prendre contact avec les gens à droite à gauche pour avoir le maximum de renseignements. À l'époque, il n'y avait pas le moyen Internet comme il y a maintenant, donc ça fait que c'était beaucoup plus difficile de trouver des renseignements. Et il m'a fallu près une dizaine d'années avant que je puisse rassembler assez d'éléments pour demander au procureur de la République l'ouverture d'une enquête officielle pour effectuer des vérifications à tous azimuts, quoi. Si la piste accidentelle n'a pas abouti, si celle de Jacques Méchineau qui aurait tué sa famille non plus, reste une dernière possibilité, l'hypothèse criminelle. La famille Méchineau, avant de rentrer chez elle, aurait-elle pu être tuée par un tiers ou avoir fait une mauvaise rencontre? Ces dernières années, les gendarmes ont aussi enquêté de ce côté-là. En 2020, ils ont effectué des fouilles dans la maison de Maurice Blanchon, l'amant, et sur l'un de ses terrains, en vain. C'est n'importe quoi, je suis le premier qui aimerait qu'on les retrouve, pour la famille, et puis comme ça au moins, on me foutrait la paix, nous a-t-il encore réaffirmé au début du mois de juin. Plus discrètement, les gendarmes avaient aussi fouillé un ancien atelier d'un habitant de Boutier, décédé en 2019, qui a récemment été mis en cause par une lettre anonyme, sans rien trouver non plus. Il n'aurait jamais fait ça, s'est insurgé Saveur. À Boutier-Saint-Trojan et dans ses environs, cette affaire reste vivace. Pour la famille, elle demeure une souffrance. Le frère de Jacques Méchineau refuse depuis plusieurs années de parler aux médias. Et lorsqu'en début d'année, nous avions essayé de rencontrer la sœur de Pierrette, nous n'avons obtenu pour réponse qu'un « allez-vous-en ». Alors, saura-t-on un jour la vérité sur ce qui est arrivé à Jacques, Pierrette, Bruno et Éric Méchineau dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 ? La mission des juges du pôle de Nanterre paraît ardue. Mais avec son expérience, Alain Bauer sait que la vérité, ou du moins de nouveaux éléments, peuvent toujours être découverts. Oui, je crois toujours, moi, qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un va dire quelque chose, quelqu'un va révéler quelque chose, un élément technologique va bouleverser la manière dont on fait les enquêtes. Imaginez avant et après ADN, avant et après sonar, les nouveaux équipements de recherche en profondeur. Voilà, oui, il faut toujours croire que la vérité apparaîtra. Sera-t-elle judiciaire? Je ne le crois pas. Depuis un peu plus de 2 ans, l'ex-adjudant-chef Stéphane Chalumeau est lui en retraite. Avant de partir, il a néanmoins rédigé un procès-verbal de synthèse, dressant ce que l'on sait sur la disparition de la famille Méchineau, sur les zones d'ombre qui demeurent et sur les pistes qu'il faudrait encore explorer. La vérité peut surgir de ce mystère vieux de plus de 50 ans.
il y a une famille qui attend de faire son deuil, qui attend de savoir ce qui est arrivé à quatre de la même famille et qui pense à chaque Noël. Et ça, c'est... Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.